première chose à retenir est que si la structure des œuvres d'art est identique ou semblable à celle des métaphores, alors aucune paraphrase ni aucun résumé d'une œuvre d'art ne saurait exercer la même emprise que l'œuvre elle-même sur l'esprit du récepteur qui participe à sa constitution. Aucun compte rendu critique qui décrirait la métaphore interne à l'œuvre ne saurait se substituer à elle, ceci parce que la description d'une métaphore ne saurait avoir la même puissance que la métaphore qu'elle décrit, tout comme la description d'un cri d'angoisse ne provoque pas les mêmes réactions que le cri d'angoisse lui-même. Il est toujours dangereux de traduire en paroles la signification d'une œuvre qu'on admire, car il peut toujours se trouver quelqu'un qui demandera « c'est tout », voulant dire par là qu'il ne voit rien de particulièrement estimable en cela. Si l'on veut contrer cette réaction décourageante en rendant la description plus détaillée, il est toujours possible que la réaction reste néanmoins la même. En effet, ce que l'œuvre possède de plus n'est pas une simple surcharge quantitative qu'on pourrait dégager par un surplus de mots, c'est plutôt la puissance de l'œuvre qui est impliquée dans la métaphore, et la puissance est quelque chose qui doit être senti. Cela ne veut pas dire que les métaphores aient des étendues connotatives trop vastes pour pouvoir être spécifiées. Il est possible qu'on réussisse à décomposer une métaphore en l'ensemble complet de ses éléments connotatifs. Mais la puissance propre de la métaphore ne se transmet pas à l'ensemble explicite de ses connotations, dans la mesure où cet ensemble, qui est une liste d'attributs, n'obéit pas à la même logique qu'elle. L'activité critique qui se propose d'interpréter la métaphore artistique ne saurait donc avoir pour but de se substituer à l'œuvre. Sa fonction est plutôt de munir le spectateur ou le lecteur de l'information dont il doit disposer pour pouvoir réagir à la puissance de l'œuvre. Cette puissance peut en effet se perdre lorsque les concepts artistiques changent ou être inaccessibles à cause de telle ou telle difficulté extérieure liée à l'œuvre, difficulté que l'équipement culturel traditionnel ne permet pas d'affronter. Ce n'est pas seulement, comme on le dit souvent, que les métaphores s'émoussent, elles meurent aussi et parfois leur résurrection n'est possible qu'à travers l'érudition. La grande valeur des disciplines de l'histoire de l'art ou de la littérature réside précisément dans le fait qu'elles rendent de telles œuvres de nouveau accessibles. La recommandation de porter l'attention sur l'œuvre elle-même est donc dans une certaine mesure justifiée, de même que l'opinion selon laquelle il n'existe pas et ne saurait exister de substitut à l'expérience directe. On trouve des conceptions analogues dans certaines théories empiristes très familières, et en passant d'une lecture superficielle, on pourrait m'objecter que d'une certaine manière cette analogie met en cause ce que nous avions espéré être le trait distinctif des œuvres d'art. Dans le cas de qualités simples telles que la couleur rouge, il n'existe en effet pas de substitut à l'expérience directe, et si on veut comprendre le sens du prédicat rouge, aucune description, aussi détaillée soit-elle, ne saurait équivaloir à de telles expériences élémentaires. Il n'y a pas de doute qu'en se fondant sur cette analogie, on pourrait suggérer que les œuvres d'art possèdent quelque chose d'aussi unique et irréductible que les qualités élémentaires célébrées par l'empirisme, et qu'à sa façon, la qualité unique de la ronde de nuit ne fait pas moins partie de la substance fondamentale de l'univers que la qualité simple du rouge. De cette manière, le caractère unique de l'art serait expliqué, mais pour attrayante qu'elle soit, cette théorie n'est pas vraiment convaincante. Comme je l'ai déjà dit, la structure des œuvres d'art ressemble à celle des métaphores, et l'expérience artistique est liée d'une manière intense à cette structure. De ce fait, elle est une réaction cognitive impliquant un acte de compréhension complexe qui diffère de manière fondamentale de notre expérience directe des propriétés perceptives élémentaires. Nous sommes certes capables d'appliquer le nom « la ronde de nuit » à l'œuvre de Rembrandt, dès lors que, ayant rencontré le tableau qu'il dénote, nous connaissons la signification de son titre, de même que la rencontre de la couleur rouge nous permet d'appliquer le terme rouge. Mais notre réaction artistique à cette œuvre ou à n'importe quelle autre est irréductible au fait que nous sommes capables de l'identifier. À cause de sa complexité inhérente, la compréhension réceptive des œuvres doit être soutenue, et souvent explicitement par l'intervention de la critique d'art.
Mais comme ceux qui veulent nous ramener à l'œuvre elle-même ont partiellement en vue la récusation des œuvres secondaires, ils sont évidemment ouverts à l'analogie tirée de l'expérience sensible élémentaire. Il est tout à fait révélateur qu'ils traitent l'expérience artistique comme un genre de brouillard ou de choc esthétique, dont l'unique corrélat serait une exclamation, et qu'ils négligent la complexité structurelle inhérente à la réception des œuvres d'art, ainsi que l'inter-relation très étroite entre le langage que nous utilisons pour décrire une œuvre et notre expérience de celle-ci. Je voudrais préciser encore un autre point. J'ai fulminé contre la tentative d'isoler l'œuvre d'art des matrices historiques et plus généralement causales auxquelles elle doit son identité et sa structure. L'œuvre elle-même présuppose tant de relations causales avec son environnement artistique qu'une théorie anhistorique de l'art est philosophiquement indéfendable. Ceci ressort plus nettement que jamais de ce que nous venons de dire concernant la force rhétorique. La fonction rhétorique de l'œuvre ne peut s'exercer que si le récepteur a accès aux concepts qui lui permettent de compléter les antimèmes, les questions rhétoriques et les tropes. Dans le cas contraire, on ne saurait ressentir sa puissance, c'est-à-dire qu'on ne saurait avoir accès à l'œuvre. Plus généralement, je pense que l'assertion selon laquelle la rhétorique est une activité intentionnelle est une vérité analytique, et que donc seuls des êtres d'une espèce bien spécifique peuvent s'y adonner. S'il en est ainsi, il existe une relation étroite entre l'œuvre et l'artiste. Toute réaction, même erronée, à une œuvre implique une référence implicite au fait que quelqu'un essaie de vous influencer rhétoriquement. Intentionnel n'implique bien entendu pas conscient, et on peut fort bien admettre les théories qui rapportent l'art à l'inconscient de l'artiste, sans que cela change en rien les relations conceptuelles entre l'art et son intentionnalité. Les métaphores doivent être créées. La psychologie de la rhétorique, que je n'analyserai pas davantage ici, est donc sans aucun doute extrêmement complexe. Enfin, j'ai fait remarquer en passant que la structure de la métaphore est liée à certaines caractéristiques qui ne relèvent pas du contenu des représentations. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi la différence entre l'œuvre d'art, entre œuvre d'art et simple représentation, est irréductible à une différence de contenu. Et cela expliquerait aussi pourquoi l'œuvre ne saurait jamais être remplacée par une autre représentation de même contenu, dans la mesure où une partie de la puissance de l'œuvre est liée de manière interne à certaines caractéristiques de cette représentation-ci. Il n'est pas facile de clarifier ces problèmes sans prendre en compte d'autres particularités logiques propres aux métaphores dont je ne me suis pas encore occupé. Bien que la métaphore soit un vaste sujet, je ne puis me soustraire à la responsabilité de l'aborder, ne serait-ce que pour fonder les thèses que je viens d'avancer. C'est de façon délibérée et tendancieusement que tout au long de ce débat j'ai mis l'accent sur les métaphores visuelles. En effet, s'il existe des métaphores visuelles, alors toute théorie valable de l'expression et de la compréhension métaphorique doit rendre compte du fait que la métaphore agit dans les deux systèmes principaux de la représentation, c'est-à-dire le langage et les images. Par conséquent, les faits qui la rendent possible ne sauraient être spécifiques à l'un des deux systèmes, mais doivent être fondés, c'est du moins ce qu'il me semble, sur des caractéristiques qui leur sont communes. Il existe par exemple des théories qui expliquent les métaphores simplement comme des phrases ou expressions qui sont grammaticalement ou sémantiquement déviantes. Effectivement, les métaphores linguistiques peuvent être déviantes, mais je doute fort que le fait d'être une métaphore puisse dépendre de celui d'être une phrase ou une expression grammaticalement ou sémantiquement déviante. En effet, que dire alors des métaphores picturales ? Existe-t-il une grammaire de l'image qui permette de distinguer entre les images standards et les images déviantes ? Et existe-t-il une compétence picturale qui soit comparable à la compétence linguistique ? Quelle serait dans ce cas la relation entre les deux systèmes de compétences ? La compétence picturale, si elle existe, parasite-t-elle la compétence grammaticale ? Ce qui voudrait dire que les métaphores picturales pourraient finalement être expliquées en termes de compétences grammaticales et ouvrirait la possibilité à une théorie grammaticale unifiée des métaphores définies comme grammaticalement déviantes. À moins que ce ne soit le contraire, ou s'agit-il plutôt de deux systèmes indépendants ? Ce n'est pas à la philosophie de l'art de répondre à toutes ces questions.
Je les reprendrai dans un autre travail parce que je considère qu'il s'agit de questions philosophiques tout à fait centrales. Si je les soulève ici, c'est uniquement pour mettre en garde contre tout provincialisme conceptuel. Le fait d'avoir trouvé une bonne théorie de la métaphore linguistique ne signifie pas que nous disposons d'une bonne théorie de la métaphore. En attendant, pour la clarté de l'exposé, nous poursuivrons la discussion sur un terrain grammatical, ou du moins linguistique. Je commencerai par quelques remarques formulées de manière dogmatique. On entend souvent dire que le langage ordinaire est le cimetière des métaphores défuntes, comme si le discours littéral était simplement composé de métaphores mortes. Il serait le bois sec du langage, alors que les métaphores seraient ses bourgeons. Tout cela me semble faux. Le discours ordinaire est certainement plein de clichés, et il n'y a pas de doute que ceux-ci sont des métaphores mortes, ou du moins complètement surannées. Et pourtant, il demeure toujours singulièrement juste de parler de la mort comme du grand sommeil, du temps comme d'un fleuve, de la vie comme d'un rêve, de la passion comme d'une flamme, de certains hommes comme de porcs. Mais les clichés pénètrent dans le discours pratiquement comme des locutions toutes faites, distillées par la sagesse ancestrale, et on s'en sert comme des guirlandes de Noël, afin d'embellir une occasion spéciale. Il s'agit d'énoncés circonstanciels comme bon anniversaire ou à votre santé. Les comprendre, c'est savoir plus ou moins où et quand les employer, ce qui n'a rien à voir avec la compétence linguistique, mais plutôt avec une sorte de compétence culturelle. Il faudra donc les distinguer des phrases littérales, comme l'eau est en ébullition, qui est vrai de certaines eaux à certaines températures, et n'a rien à voir avec les aspects cérémoniels du savoir-vivre. L'eau est en ébullition n'a jamais été un trope vivant, et n'est pas non plus devenu un trope usé. Personne ne l'a jamais inventé. Opposons-lui, son sang était en ébullition. Il s'agit peut-être d'une métaphore moyenâgeuse en route vers la banalité. La personne qui l'énonce ne l'a pas inventée et elle est due sans doute à quelque écrivain. Il est intéressant de noter que même de nos jours, la lymphe était en ébullition. N'a aucun prestige métaphorique. C'est que la lymphe, contrairement au sang, n'est pas le genre de choses à partir desquelles on invente des métaphores. On pourrait objecter que son sang était en ébullition et l'emploi littéral, et que l'eau est en ébullition est au contraire le sous-produit métaphorique qui s'est transformé en cliché, comme il en va pour le discours littéral en général. Cette hypothèse est cependant certainement fausse, pour des raisons que j'indiquerai plus loin. Pour le moment, je me bornerai à faire remarquer que la phrase « l'eau est en ébullition » peut être remplacée par une paraphrase qui la précise, à savoir « l'eau atteint 100 degrés », procédure qui est impossible dans le cas de son sang est en ébullition, car cela signifierait que le sujet en question est mort d'une cuisson interne. C'est le signe distinctif des métaphores en général que de résister à de telles substitutions et précisions. Je pense que l'explication de cette résistance nous fournira la clé du concept de métaphore. Cela dit, si on admet qu'il existe des métaphores picturales, on admettra aussi naturellement qu'il existe des clichés picturaux, sans que pour autant toute image soit nécessairement l'un ou l'autre. Un jour, un dessinateur a inventé la représentation d'étoiles et de lignes incurvées au-dessus de la tête de ces personnages, comme métaphore du fait qu'ils ont reçu un choc. La locution « voir les étoiles en plein midi » est-elle l'équivalent verbal de la métaphore graphique ou est-ce l'inverse? Et cette métaphore a fini par devenir un cliché notationnel de la bande dessinée, mais l'image d'un homme avec des étoiles au-dessus de sa tête peut néanmoins être tout simplement l'image d'un homme avec des étoiles au-dessus de sa tête. La théorie selon laquelle les métaphores sont des énoncés déviants admet, je pense, ce que je viens d'essayer d'établir. Il faut qu'on dispose d'un critère capable de distinguer les jeunes et les vieilles métaphores des énoncés littéraux, dont la durée de vie n'est pas la même. Or, le concept élégant de déviance accomplit cette tâche avec brio et de manière structurale. Il faut distinguer les énoncés déviants des énoncés mal formés ou non grammaticaux, et la déviance n'a rien à voir non plus avec des considérations statistiques. Il est pratiquement certain que l'expression toute faite « un point à temps », allusion au proverbe « un point de couture à temps en épargne 100 »,
qui est une métaphore et plus fréquemment utilisée que la locution un point dans l'eau salée, que nous pouvons considérer comme littérale, en attendant mieux. Mais lorsqu'on parle d'un point dans l'eau salée, à quoi se réfère-t-on? À un point dans la saumure, à un point sans résultat, à un point subaquatique, ou à quoi d'autre? La phrase un point dans l'eau salée, c'est bien, ne contient pas de ne contient pas de métaphore. Mais en est-il ainsi parce que la phrase n'est pas déviante? Comment savoir? Il est certain que la théorie est engagée dans la bonne voie, puisqu'elle cherche à définir la métaphore comme étant la propriété d'une phrase, plutôt que d'un mot. Elle échappe donc aux limites des théories de Nietzsche ou de Derrida, mais il reste à savoir comment on peut identifier la déviance, et il est peut-être utile d'examiner cette question d'abord dans la perspective picturale. Imaginons un tableau montrant Napoléon en Madame Récamier. Il est habillé de manière incroyable, portant une de ces ravissantes robes empire que grâce au portrait de David, on associe avec Madame Récamier, et il étale sa forme boulotte sur un canapé. Peut-être que le tableau se veut un affront à sa virilité, ou veut insinuer que le véritable détenteur du pouvoir qui se cache derrière le trône est le banquier Récamier. Qui sait? Contentons-nous d'y voir un trait d'esprit dû à un peintre astucieux qui s'en remet au public quant à sa signification. Quel que soit son aspect déviant, il ne peut certainement pas résider dans le fait que Napoléon n'avait jamais été représenté de cette manière-là. Mais tentons de mettre le concept de déviance à l'épreuve et imaginons qu'en réalité Napoléon et ses amis étaient des travestis, comme on l'affirme concernant de nombreux nazis. Dans l'intimité de ses appartements, il avait l'habitude de mettre les vêtements ravissants des femmes de son époque et d'étaler sa forme boulotte sur un canapé, comme il avait pu le voir dans le portrait de Madame Récamier par David. Nous pouvons même supposer que sa perversion était telle qu'elle lui fit désirer d'être représenté dans cette robe sur le canapé, et le voilà qui commande un portrait de lui-même en vêtements féminins, peut-être pour en faire cadeau à un de ses amants. Imaginons que ce portrait ait été réalisé. Le lecteur me concédera qu'il est difficile de résister à la tentation d'imaginer que ce portrait est indiscernable de celui que nous avons décrit plus haut, c'est-à-dire représentant Napoléon en Madame Récamier. Les voilà côte à côte, deux tableaux représentant un homme en habit de femme, mais l'un est une métaphore et l'autre pas. Les voilà côte à côte, deux tableaux représentant un homme en habit de femme, mais l'un est une métaphore et l'autre pas. L'un a supposé que la métaphore soit une déviance et un portrait déviant, l'autre est le portrait nullement déviant d'une déviance, une perversion sexuelle. Comment dire lequel est quoi? Il est clair que la question de la vérité est hors de propos. La vérité métaphorique de l'un est compatible avec la vérité non métaphorique de l'autre. Il se peut même que le fait que le second soit vrai de manière non métaphorique rende Napoléon aveugle au fait que la vérité du premier, elle, n'est pas d'ordre littéral. Il pourrait y avoir au contraire une tentative de chantage. Comment ont-ils pu l'apprendre? Puisque nos deux tableaux, se pliant comme toujours à nos besoins, ont exactement la même apparence, de même que des œuvres d'art peuvent avoir la même apparence que des représentations non artistiques ou de simples objets, aucun critère perceptif ne peut nous aider. Je n'affirme pas qu'on ne saurait répondre à la question, mais je ne vais pas continuer à mettre le lecteur au rouet en soulevant de minuscules problèmes pour théoricien de la déviance. J'analyserai plutôt quelques traits logiques tout à fait ordinaires des métaphores et je soutiendrai qu'ils n'impliquent en rien l'idée d'une déviance. Ceci dans la mesure où il existe des expressions grammaticalement insoupçonnables qui ont les mêmes traits logiques sans qu'on puisse les reconnaître comme déviantes, ou si elles le sont, nous disposerons d'un bon critère logique de la déviance.